Nous sommes forêt. 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 Je m'appelle Thomas Braille, j'ai 48 ans et je suis arboriste grimpeur et fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Thomas Braille, bonjour, merci de nous accueillir ici chez toi pour ce nouvel épisode Nous sommes forêt. Je dis chez toi car nous sommes au milieu de la montagne noire et nous sommes dans un lieu qui est cher à tes racines et c'est l'endroit que tu nous as proposé lorsqu'il était question de se rencontrer pour parler de ton engagement auprès des arbres. Alors, peux-tu nous en dire plus? La montagne noire pour toi, alors, c'est quoi? La montagne noire, déjà, je trouve que déjà rien que le nom, il est beau. Ça fait penser un petit peu à des films un petit peu mystérieux. Et c'est un endroit magique parce que comme son nom l'indique, c'est plein d'arbres déjà. C'est frais, c'est beau, il y a des lacs. Il n'y a pas une grande densité de population. Nous sommes cernés par des arbres qui font souvent 20 mètres, 30 mètres, c'est assez... Oui, tout à fait. On est dans des régions où il y a des grands feuillus. Et si on fait 1 heure de route, on se retrouve vite en Méditerranée où on se retrouve avec de la végétation basse, donc des chaleurs beaucoup plus fortes. Et donc ici, bien entendu, quand on se retrouve dans des lieux comme ici, on a des températures qui sont très agréables, quoi. C'est aussi le lieu qui sert à te ressourcer par rapport à tes engagements sur les arbres. Tu es le fondateur d'un groupement, d'un collectif qui est devenu une association depuis, qui s'appelle le GNSA, le groupement national de sauvetage des arbres. De sauvegarde, voilà, de surveillance, pardon. On va le refaire complètement, on va le refaire totalement, bloum. Le GNSA, donc le groupe national de surveillance des arbres. Oui, tout à fait, oui, qui a vu le jour... En 2019, je me suis accroché donc à Mazamet dans un platane où j'ai passé 3 jours, où un alignement de 9 platanes âgés de à peu près une centaine d'années était en danger. Et à l'issue de ces 3 jours passés dans les arbres, j'ai réussi à en sauver 7 sur 9, qui sont toujours debout, ils sont au bord de la nationale, et c'est des arbres majestueux qui font une 35-40 mètres de hauteur, quoi. Donc des gros bébés qui ont tout le rôle à jouer, quoi. Là. Oui, c'est ce que tu rappelles dans tes différentes prises de parole. C'est aussi une de tes motivations viscérales, on pourrait dire, intimes, première, c'est la manière dont les arbres ne nous font que du bien. Oui, bien entendu. Je pense que c'est rare d'entendre des personnes qui dirait que les arbres qui aiment pas les arbres. J'ai jamais entendu une personne dire qu'elle aime pas les arbres ou peut-être j'aime pas aller en forêt, on peut peut-être entendre ça, mais en gros il y a quand même une grande affection pour le végétal, quoi. Je veux dire on en a parce qu'on sait aussi, je pense inconsciemment, qu'on en a besoin. Donc on peut que les aimer pour tout ce qu'ils nous apportent, pour tout ce qu'ils nous donnent. C'est une forme d'apaisement quand on est avec eux. Ça permet quand il y a des arbres dans les villes, ça fait baisser la criminalité. Il y a des études qui ont été faites là-dedans. Quand on guérit et que l'on a une fenêtre de son hôpital qui donne face à une forêt, on guérit plus vite. Il y a plein de facteurs comme ça. Sans parler aussi de toutes les molécules que les arbres relâchent et qui sont bénéfiques à notre organisme, qui rehaussent notre système immunitaire. Donc voilà. Toutes ces choses-là, je pense que c'est inconscient, mais quand on se balade en forêt, on rentre fatigué, mais c'est une fatigue saine, quoi. Voilà. Ouais, et alors, tu le dis pas forcément comme ça, mais moi, ce qui m'a frappé dans ton engagement, dans tes actes de bravoure, je sais que tu vas dire que les termes sont un peu forts, mais laissons-les ainsi, c'est ta façon de penser aux générations futures. Il y a quelque chose de l'ordre de... Tu agis maintenant
par rapport à ce qui nous guette demain ou après-demain si on y prend garde. Tu t'adresses directement à ton fils, d'ailleurs, par rapport à pourquoi tu fais tout cela. Et plus globalement, c'est effectivement tous ceux qui seront là demain et les arbres, à tes yeux, il se passe un truc par rapport à ça. Et justement, c'est complètement insensé ce qui se déroule par rapport aux arbres. Oui, bien entendu. Après, au-delà du fait que moi j'ai toujours eu une connexion forte avec la nature parce que là où je vis aujourd'hui, où on est aujourd'hui dans ce jardin, j'ai toujours vécu là en fait, depuis tout petit. Donc je suis sur un terrain familial. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si on fait des enfants, si on a ce désir de faire des enfants et de les élever, si c'est pour les élever dans un monde qui n'est pas viable, je veux dire, autant ne pas en faire. Enfin, j'ai juste envie de donner un conseil qui est simple à des personnes: ne faites pas d'enfants si c'est pour les laisser dans la galère, quoi. Donc notre rôle à nous de parents, c'est d'assurer un avenir à nos enfants. Moi, je fais en sorte que mon gamin il puisse évoluer dans sur une planète viable. Et aujourd'hui, je fais ça parce que j'ai pas les autorités publiques, le gouvernement aujourd'hui ne me donne pas la certitude que tout est fait, tout est mis en œuvre pour que cette planète elle puisse continuer à être viable. Donc après, bien sûr, on n'est pas les seuls responsables. Il y a beaucoup d'autres pays. Mais j'ai envie de dire, déjà, commençons par balayer devant notre porte. Et voilà, le travail on aura commencé à faire du travail, quoi. Ouais. Ce qui est très marquant de ta façon d'agir, comme tu es arboriste grimpeur, c'est de t'harnacher et de monter dans les arbres et de t'installer là-haut, de t'arrimer. Et il y a cet épisode qui est le plus fameux ou qui est peut-être le plus dérangeant pour nos institutions, c'est les 28 jours que tu avais passés sur un platane boulevard Saint-Germain face au ministère de la Transition écologique, dont la ministre à l'époque était Madame Elisabeth Borne. Oui, tout à fait. Après, moi, c'est mon métier. Comme je dis, j'ai pas de... Pour moi, c'est pas un acte de bravoure, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. C'est mon quotidien de grimper dans les arbres et de les soigner et même de les abattre. Je le dis aussi, j'abats des arbres quand ils sont dangereux sur le domaine public. On joue pas avec la sécurité, quoi. Mais oui, bon après voilà, moi, comme je dis, quand je fais une action, c'est comme si j'allais travailler, sauf que je me retrouve parfois confronté aux forces de l'ordre ou aux pompiers ou je sais pas. Ou au juge, ça peut arriver aussi. Mais après, oui, bien entendu, l'action qui a été menée à Paris, 28 jours devant le ministère de la Transition écologique, elle a mûrement été réfléchie. Et je pense qu'elle est indispensable et essentielle parce qu'elle a permis de mettre en lumière que l'arbre, on en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis que j'ai fait quand même cette action, depuis 2019, notamment sur l'arbre urbain, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Beaucoup de collectifs qui se créent, notamment au sein du GNSA. On a beaucoup de groupes locaux partout en France. Et moi, je remercie toutes ces personnes parce qu'elles prennent sur leur temps, c'est des bénévoles. Mais il y a vraiment une prise de conscience. Toi aussi, tu es bénévole. Ah oui, moi aussi, je suis bénévole. C'est l'ensemble du réseau du GNSA, ce sont des bénévoles. On est tous bénévoles. C'est l'argent des adhérents qui fait vivre l'association. C'est des gens qui adhèrent au GNSA pour les valeurs qu'on porte. Mais moi, je continue mon métier. Dès que j'ai fini une action, il faut vite retourner travailler parce que la trésorerie, elle se vide, quoi. Après, voilà, c'est un choix. C'est aussi un choix que j'ai fait de réduire mon activité professionnelle. Parce que quand il y a des actions, j'estime qu'aujourd'hui, entre aller travailler ou essayer de protéger les arbres parce qu'on veut les abattre, j'ai choisi la deuxième option. Donc voilà, on essaye de mixer les deux. C'est pas facile, mais il faut le faire, quoi. Alors, tu l'as dit, c'est d'aller protéger les arbres au lieu de les abattre, mais soyons clairs, le GNSA et ton action concernent d'abord des arbres qui sont en danger d'être abattus, mais de façon abusive ou de façon même illégale, en fait. Ah oui, tout à fait. Alors, comme je dis, moi, je ne suis pas du tout un extrémiste de l'arbre. J'abats les arbres quand ils sont dangereux. J'ai aucun problème avec ça. Ou quand ils sont malades. Quand ils sont malades. Mais c'est vrai que j'ai ressorti un article de loi, donc en 2019, quand je me suis accroché à Mazamet,
ce fameux article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement bonne santé. Et cet article de loi, il n'était jamais respecté. Et la problématique, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec le ministère de la Transition écologique à la suite de ça, pour faire évoluer cet article de loi et pour vraiment avoir un décret d'application et pour qu'on puisse respecter les arbres. Et il se trouve qu'au bout d'1 an et demi de travail, en fait, cet article il a régressé, puisqu'on a rajouté les mots aménagement. Et aujourd'hui, il est rentré dans la loi 3DS. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais pour ceux qui veulent s'y intéresser, ils pourront faire des recherches. Maintenant, en fait, il faut une dérogation du préfet sur l'article L350-3 pour aménagement. Et du coup, quand le préfet a signé la dérogation, eh bien, on peut abattre les arbres. Mais moi, je me suis toujours battu sur le côté légal. Je pars toujours, j'ai envie de dire, au front en sachant ce que je fais, en ayant étudié les dossiers. Et quand c'est pas légal, je suis désolé. On en a parlé tout à l'heure à Nof. Mais si je roule à 200 km/h sur l'autoroute, on m'arrête, je n'ai plus de permis. Et par contre, on continue à battre des arbres en toute illégalité et sans respecter l'article L350-3. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je me bats pour ça, quoi. Voilà. Pour faire appliquer une loi qui était là, qui date de Napoléon, qui servait à faire que des arbres, enfin les arbres qu'on plantait à l'époque permettaient aux armées napoléoniennes, aux colonnes de soldats de marcher à l'ombre sous les arbres, c'était l'intention. Et donc ce texte que tu as ramené à la lumière, que tu as ramené à la surface, en fait tu as découvert que personne ne le connaissait. Alors, il n'est pas de Napoléon, le L350. Il n'est pas de Napoléon. Je crois qu'il est de 2017. Non, c'est un article qui est sur les arbres d'alignement. Il est de 2017. Mais par contre, là où tu as raison, c'est que les arbres d'alignement, ils ont été plantés pour des raisons bien simples et tout à fait pratiques. C'était justement pour faire voyager les troupes à l'ombre et aussi, notamment, les denrées alimentaires. Et on le voit notamment sur le canal du Midi, puisque les bateaux, ils étaient tirés par les chevaux et les denrées alimentaires voyageaient à l'ombre. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on aurait tout intérêt à continuer à fonctionner de la sorte et à continuer à planter des arbres d'alignement sur les nouvelles routes qui sont faites, parce que la plupart du temps, elles ne sont jamais bordées d'arbres. Parce que nous, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas d'arbre, on allume la clim dans les voitures, et la clim, c'est un cheval de plus qui est consommé par le moteur. Et du coup, on consomme, on pollue, alors que quand on roule l'été sous un bel alignement de platane, je peux t'assurer que tu n'as pas besoin d'allumer la clim parce qu'il fait frais dessous, quoi. Voilà. Alors, dans ton livre « L'homme qui sauvait les arbres », tu relates un peu le début de cette bataille, de cette bagarre, ou en tout cas le début de ton engagement et cette mobilisation intérieure. Et tu relates effectivement le début à Mazamet, et puis ensuite l'affaire à Condom ou Condom ? Tout à fait, Condom. À Condom. Et puis derrière, ce qui t'amène après à Paris, au boulevard Saint-Germain. Ouais. Et il y a quelque chose que tu évoques en introduction, c'est que tu nous parles d'un livre qui t'a marqué quand tu étais enfant, qui s'appelle Un baron perché. Alors on connaît souvent, dans le milieu des arbres, on parle de l'homme qui plantait les arbres, de Jean Giono, de cette histoire, mais le baron perché, c'est moins connu. Tu peux... Alors parle-nous un peu de cet ouvrage et de la place qu'il occupe pour toi. Le baron perché, en fait, c'est Italo Calvino qui a écrit ce livre-là. En gros, pour faire simple, c'est l'histoire d'un gamin qui a un repas de famille à table et en fait, on veut le forcer à manger des escargots. Et en fait, il a horreur de ça, il veut pas manger des escargots et en fait, il se rebelle. Et sa rébellion à lui, c'est de grimper dans un arbre pour dire qu'il n'est pas d'accord. Et il s'aperçoit en fait que dans l'arbre il est très bien et il n'a jamais envie de redescendre, donc il va d'arbre en arbre, il voyage, il va chez la voisine, il passe d'arbre en arbre, il saute les jardins comme ça. Et je trouve que au-delà de l'idée de l'histoire qui est assez simpliste, quoi, mais je trouve que derrière il y a
il y a une belle histoire qui est racontée, quoi. Il y a une belle philosophie derrière, quoi. Où on prend de la hauteur et on sort un peu de certaines pensées un peu basiques du genre humain. C'est surtout qu'on prend de la hauteur et que c'est bien de prendre de la hauteur et de se retirer du monde humain, en fait. Quand on est dans les arbres, on est plus connecté, moi je trouve, au monde humain. Et il y a une forme de protection de l'arbre, en fait. Moi je l'ai toujours dit, quand je fais des actions... Quand les forces de l'ordre arrivent, le seul endroit où je suis en sécurité, c'est quand je suis dans mon arbre. Si je mets le pied au sol, ça le fait pas du tout, quoi. Et par contre, là-haut, en fait, si on fait travailler notre cerveau reptilien, il y a des milliers d'années, on grimpait vite dans les arbres quand on était attaqué, quoi, par des grosses bêtes au sol. Et puis on a la pince, quoi, au doigt. Donc on descend des singes. Donc on vient de la canopée. Et vraiment, quand on remonte là-haut, il y a un instinct primaire qui ressurgit, quoi. Et moi, je crois que j'en ai besoin de le retrouver à chaque fois, cet instinct primaire, d'être perché sur une branche. Même quand je travaille chez des clients, moi je fais ma petite pause 4 heures à un moment donné. Je mange ma barre de céréales sur une branche. Oui, tu me partageais quelque chose, c'est que là-haut, parce que tu peux te retrouver à 15 mètres, 20 mètres du sol, hein, là-haut... il y a quelque chose de méditatif, en fait, dans ce vécu, ce ressenti. Ouais. Donc tu en as fait autant l'expérience dans ton activité professionnelle d'être arboriste grimpeur que via ces différentes actions où à chaque fois c'est Thomas Braille qui est dans l'arbre. C'est ça. Ouais, non, mais il y a les actions longues, hein, notamment, je ne sais plus combien j'en suis de jours, mais j'ai dépassé le mois, je crois, dans les arbres. Oui, je suis même peut-être à 2 mois, parce que... Mais l'action la plus longue, oui, ça a été Paris, 28 jours. Après, là j'ai repassé il n'y a pas longtemps, là, 10 jours, pardon, pour l'autoroute A69, dans un platane aussi. En fait, je suis souvent que dans des platanes, je m'aperçois. Mais à chaque fois, en fait, le temps que je passe dans ces arbres-là, ça me conforte dans l'idée que ce que je fais, c'est juste et qu'il faut que je continue à le faire. Ça ne fait que renforcer cette idée à chaque fois. Donc clairement, je ne suis pas prêt de m'arrêter, ça c'est sûr. Et puis, je crois que j'ai besoin de cette déconnexion à un moment donné. Dans ces actions, même si elles sont longues, et si elles me prennent du temps, et si elles impactent un peu ma vie de famille avec mon fils, je crois que j'en ai besoin aussi pour me reconnecter à moi, me reconnecter à ce que c'est que la nature, me reconnecter à ce que c'est que le temps lent, le temps de l'arbre, le slow time, on pourrait dire. Et parce que je crois qu'aujourd'hui, on a oublié tout simplement ce que c'est que de vivre, quoi. On est dans une espèce d'essoreuse, une tambour de machine à laver où on a perdu le sens de la vie, quoi, clairement, quoi. Et l'arbre, dans son silence, dans sa présence, en fait, est comme un espèce de témoin silencieux qui, si on s'adosse à lui ou si on commence à prendre appui sur lui et à fermer les yeux, on part sur un autre temps, on part sur une autre temporalité, là. Ouais, on est vraiment carrément sur une autre temporalité. On est sur, on est dans un être qui est vivant sans forcément parler avec lui. Et moi, voilà, mentalement, je discute avec l'arbre, mais ça reste que mental, hein, on ne me voit pas parler, mais c'est juste quelque chose, vraiment, c'est quelque chose à vivre, quoi. Oui, tu disais, parmi les préparatifs, où il y a le côté préparatif technique, tu cites les baudriers, les cordes, les accroches, le fait que comment tu vis en étant multi-accroché tout le temps, pendant ces journées et ces nuits où tu es là-haut, quand tu... l'ouvrage est très, très, très clair là-dessus. Je ne vais pas trop en dire de façon à laisser les auditeurs en prendre connaissance et voyager à ton côté à ses débuts comme ça de la fondation du GNSA, tes débuts et ceux du GNSA. Mais il y a aussi le fait que tu discutes avec l'arbre un peu, lorsque vous faites connaissance, quoi. Oui, moi je ne grimpe jamais un arbre sans lui demander l'autorisation, ça c'est une certitude, que ce soit pour une action ou pour le travail, parce que j'estime que tout ne doit pas nous être dû en permanence, nous en tant qu'être humain, on n'est pas... on se dit l'espèce dominante parce qu'on réfléchit, mais je pense que
les arbres ils réfléchissent bien plus que nous et ils nous en mettent pas plein la vue. Mais vraiment, ce rapport à l'arbre, pour moi, il est essentiel, quoi. Et cette connexion, il faut vraiment qu'on la retrouve, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre par rapport à ça, parce que moi, c'est mon quotidien. C'est peut-être un peu difficile d'en parler, mais je vis des choses avec les arbres et j'espère que des personnes pourront ressentir un jour ou vivre ça, quoi. Mais il faut juste à un moment donné arrêter de croire qu'on vit, en fait, parce que parfois on vit pas. La vraie vie, elle est ailleurs, elle est dans la reconnexion au vivant, quoi, tout simplement, quoi. Oui, et pas forcément dans cette société urbaine, hein, au sens sururbaine, en tout cas, ultra minéral, ultra hors sol, puisque c'est un terme qui est de plus en plus présent depuis quelques années. Lors de nos discussions un peu pour préparer cette interview, tu me disais que tu me racontais la différence de température que tu sens sur ton bras quand tu descends de chez toi vers Mazamet. Oui, ça c'est quelque chose qui est vérifiable clairement, quoi. Enfin, moi je sais que là j'ai 7 km pour descendre à la ville. Quand je roule l'été avec le bras à la fenêtre, parce que je ne mets pas la clim, je prends facilement 3 ou 4 degrés de plus sur le bras dès que j'arrive en ville. Parce que du coup, on sort de la forêt, on rentre dans la minéralité et ça se ressent de suite. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études ou d'avoir un thermomètre laser, hein. Rien que la sensation sur la peau et sur le bras, ça se ressent de suite. Donc, c'est sûr que... Moi, je pense que... Alors, moi, c'est une chance inouïe que j'ai de vivre ici. Après, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais j'aspire à ce qu'un jour, les gens ils puissent avoir cette chance de vivre dans des zones où il fait bon, où il y a de la nature, où il y a de la verdure, où on puisse un peu s'éloigner de toute cette... quelque part, il y a une forme de violence aussi de vivre dans les villes avec des sons qui ne sont pas les nôtres, des sons fabriqués par l'homme, la voiture, les scooters, les bruits de marteau-piqueurs, tout ça, c'est des sons qui sont inventés. Et le vrai son, la vraie fréquence hertzienne qui nous correspond, elle est dans la nature, en fait. Voilà. Au-delà d'actions locales, ponctuelles, du fait qu'il y a des arbres en danger, des arbres menacés d'abattage, alors qu'ils sont en bonne santé et qu'il n'y a aucune raison de les abattre, donc ces mobilisations qui vont être locales, qui vont être ponctuelles, où on en est aujourd'hui, c'est quoi les demandes du GNSA et quels sont ses objectifs, ou en tout cas ses objectifs concrets? Alors, le GNSA, aujourd'hui, c'est à peu près 70 antennes en France en 4 ans. Donc, c'est des demandes parfois de GNSA. À une époque, il y avait une demande tous les 3 jours, à peu près, de création d'une antenne locale. Et là, aujourd'hui, le but du GNSA, c'est vraiment de faire du bruit. On est sur plusieurs sujets. On a, bien entendu, on fait des actions de terrain. Donc, moi, je suis quand même, c'est vrai, toujours un petit peu en première ligne, tout ce qui concerne les actions de grimpe et dans les arbres. Après, il y a des collectifs qui font du super travail sur le terrain aussi. Bon, après, il n'y a pas que des grimpeurs non plus, mais il y a des gens au sol qui sont capables de porter la voix du GNSA, donc dans leur propre ville. On essaye de faire avancer le côté juridique aussi, de par toujours le fait de parler de cet article de loi qui existe. On est aussi parti sur les forêts. Moi, je suis rentré il n'y a pas longtemps de Guyane. On dénonce clairement que de couper de la forêt pour mettre des panneaux photovoltaïques, c'est carrément pas la solution. Malgré le fait que moi, j'ai rien contre les nouvelles énergies qui arrivent et le fait qu'il nous faille de l'énergie. Mais c'est surtout que on ne peut pas couper de la forêt pour du photovoltaïque, c'est une certitude. Et après, voilà, c'est médiatiquement, on essaye toujours de faire du bruit, de relayer les actions. Et ça fonctionne parce qu'en 4 ans d'existence, le GNSA, il a grandement, et médiatiquement, il est vraiment en première ligne avec quelques autres associations qui font du bruit. Donc le pari, il est quand même gagné, quoi.
Oui, il y a eu notamment les actions à Paris, au Champ de Mars, pour tenir des lectures, des espèces de happening ou de performances de lecture pendant 24 heures ou 36 heures de noms, d'espèces, d'arbres, enfin en tout cas de différents projets. Il y a 2 projets sur lesquels j'aimerais bien qu'on puisse revenir ensemble. Il y a le projet d'autoroute là, sur lequel tu as passé 11 jours sur un platane là récemment. Ouais. Alors c'est quoi la situation, enfin, parce que il y a 2 cas. Il y a ce cas-là que j'aimerais aborder avec toi, le projet de l'autoroute qui se trouve dans le sud-ouest. Ouais. Et puis aussi un cas d'un maire qui avait fait appel à toi, qui avait fait appel au GNSA pour être en soutien, parce que c'est pas la société civile contre les maires, hein. C'est plutôt des personnes qui se préoccupent d'avoir un certain bon sens par rapport aux arbres et aux forêts, par rapport à des organisations qui elles font passer d'autres priorités d'abord, quoi. Voilà. Oui, pour l'autoroute A69, là il y a un recours qui a été posé, donc on aura la décision du tribunal le 25 juillet à 9h30, donc je serai à Toulouse au tribunal administratif. C'est compliqué l'autoroute, j'arrive pas à concevoir pourquoi en 2023 on a remis ce projet sur la table, on remet ce projet en route. Parfois, je me demande si j'évolue, je sais pas, mais j'ai pas l'impression d'évoluer dans un monde que j'aurais envie, parce que j'ai l'impression qu'on comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est triste, hein. Mais voilà, ce projet, il est triste, il va impacter des arbres, il va impacter des terres agricoles, donc moi je suis aussi sensible à ça, à la question de la nourriture, à la question des terres nourricières, à la question de l'autonomie alimentaire. Et du coup, voilà, on en est là avec ce projet, donc on est toujours dessus. Moi, je lâche rien, hein. On est toujours en protection. On va voir comment on peut protéger ces arbres. Et ensuite, il y avait une deuxième chose que tu as évoquée, c'était... Alors, il y avait le projet de la 69, et puis voilà. Un autre cas, c'est celui d'un maire qui a fait appel au GNSA comme un appui technique, en quelque sorte. Tout à fait. Ouais, là, c'était à Aigues-Vives, il me semble, le maire d'Aigues-Vives. Et on est ravis parce que c'était le premier élu qui nous appelle. Et en fait, on a pu clairement aussi dire et expliquer, ça fait longtemps qu'on le disait, mais on a pu remettre une couche. C'est dire que nous, on n'est pas en confrontation avec les élus. On aimerait juste être reçus pour pouvoir dialoguer quand il y a des projets qui sont portés par des municipalités, des projets où on doit abattre des arbres. Alors, on peut travailler avec les arbres, bon sang, quand on fait des aménagements. Les arbres qui ont une centaine d'années, il va falloir attendre 100 ans pour à nouveau avoir les mêmes. Mais le temps, on ne l'a plus. Ce temps, physiquement, matériellement, on ne l'a plus. Donc nous, ce qu'on déplore aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que s'il y a des projets d'aménagement qui doivent être faits, il faut les reconsidérer, mais avec les arbres qui sont déjà existants, quoi. Et quand un maire nous appelle, nous on est ravis, quoi. Donc il y en a très peu, hein. C'est le premier qui nous appelait, mais voilà. C'était quoi le problème et ça a donné quoi alors ? Eh ben, ces arbres ont été sauvés. C'était un alignement, il y avait 3 ou 4 km d'alignement de platanes. Je ne sais pas si tu vois ce que ça fait, c'est énorme. C'était un ancien, alors c'était un secrétaire de préfecture qui partait en retraite. Et ça avait été validé à l'époque. Et du coup, comme ça avait été validé, le secrétaire de préfecture, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Son successeur. Ouais, voilà. Et bien, du coup, le projet, il allait voir le jour. Alors qu'on a clairement appelé le préfet en lui disant, mais c'est pas possible. Et puis, il y a eu une tellement grosse mobilisation des habitants qu'en fait, ils ont dit non, stop, on arrête. Mais ça n'avait aucun sens de les abattre. Il n'y avait rien derrière. C'était juste un abattage de 3 km de platane. Quand on sait l'utilité... Qui avait chacun plusieurs dizaines d'années, voire un siècle d'existence. Mais là, ces arbres-là, ils avaient facilement entre 40 et 60 ans, quoi. Donc c'est pas possible d'abattre des bébés pareils. Ils étaient énormes, ils offraient une canopée terrible pour la route. Et voilà, et donc on a réussi à les sauver, mais on n'y serait pas allé, les arbres, ils auraient été par terre, ils auraient été abattus, quoi. Donc voilà, ça fait partie des aberrations, des choses qu'on ne sait pas trop. C'est le même problème qu'avec la 69, un projet qui a été pensé il y a 30 ans. Et en 2023, on le met sur la table alors qu'on connaît les problèmes de l'eau, on connaît les problèmes nourriciers. Voilà, je sais pas. La 69, c'est un projet qui a participé d'attirer pas mal l'attention médiatique en fait, pas tant sur le GNSA, sur le fait qu'il y avait un grand projet inutile qui se profilait quelque part.
Oui, c'est les soulèvements de la terre qui ont mis en avant tous ces projets inutiles. On a eu la chance, entre guillemets, j'ai envie de dire, de passer après Sainte-Soline, hein, puisque Sainte-Soline, ça fait énormément de bruit médiatiquement. Et on a eu la chance que le ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, a dit que c'était une zone potentiellement, une zone rouge, vraiment, où il fallait vraiment faire attention parce que ça allait, et puis pas du tout en fait, il ne s'est rien passé, nous on était là pour alerter. Et le fait d'avoir fait du bruit comme ça et de nous avoir fait passer pour des éco-terroristes, eh bien ça a mis ça nous a amené beaucoup de personnes justement le week-end de la marche. Mais bon, c'est pareil, le mot éco-terroriste aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de politico-terrorisme quand je vois comment on prend les décisions? Voilà, moi je repose la question, je la reformule différemment, mais est-ce que c'est nous les éco-terroristes ou c'est pas les politico-terroristes? Voilà. Et donc là, juste pour revenir un petit peu à ça quelques instants, quand tu vas en opération, quand tu vas faire une action, qu'est-ce que tu te dis dans la tête? Comment tu te prépares par rapport à cette action? Est-ce qu'il faut une préparation particulière au-delà des compétences liées à ton métier et qui sont les gages d'une sécurité et d'avoir les bons réflexes pro, quoi? Voilà. Disons que c'est longuement mûri une action dans ma tête quand même. Alors c'est clair, hein, je ne vais pas me cacher, une action pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit médiatisée. Donc c'est toujours réfléchir où la faire pour que ça attire les médias, quoi. Mais après j'ai envie de dire, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir les médias qui suivent le GNSA. Je pense qu'aujourd'hui les journalistes, même s'ils doivent avoir une neutralité journalistique quelque part, je pense que pour moi c'est tout vu dans leur tête. Ils ont des enfants, ils préféreront suivre des gens comme nous plutôt parfois que d'écouter un peu la parole politique. Donc ça fonctionne, c'est clair, c'est longuement mûri, c'est réfléchi, le lieu il est stratégique en fait, c'est toujours le lieu qui va définir la réussite de l'action en fait. Et voilà, après moi je commence à avoir l'habitude maintenant, mais c'est sûr que la toute première que j'avais fait, à un moment donné vous avez la police en bas, on vous dit si vous descendez pas c'est 15 000 € d'amende, c'est refus d'obtempérer, enfin il y a plein de facteurs qui sont pris en compte, et quand vous avez une petite boîte comme la mienne, voilà, ça m'évite, ça fait vite peur tous ces trucs là. Mais après je pense que tout ça il faut le dépasser, il faut se dire juste que les actions qu'on mène elles sont justes, qu'il faut les faire. Et à partir du moment où on commence à se mettre ça dans la tête, après, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, quoi. Voilà, moi j'ai fait une garde à vue il n'y a pas longtemps. Je veux dire, maintenant, on peut me mettre en garde à vue autant de fois qu'on veut. C'est pareil, une fois qu'on m'enferme dans une petite boîte de 3 par 3, ça fait que conforter à chaque fois que je sors que ce que je fais c'est juste et qu'il faut que je continue à le faire. Donc m'enfermer, c'est pas la bonne solution en fait. Ça me donne juste envie de continuer à faire ce que je fais. Parce que voilà. Après, je l'ai dit une fois dans une interview radio, on a enfermé Nelson Mandela pendant 30 ans, il a fini président de la République. Hein. Donc le temps est long, les mentalités sont longues à changer, il faut juste... mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut se préparer à la course d'endurance, quoi. Oui, et puis quand on a des convictions, il faut aller au bout. Parce que quand elles sont justes et louables, à un moment donné, l'opinion publique, elle vous donnera raison à vous. Voilà, c'est déjà quelque part le cas. Hein. Donc... Oui, et parmi les choses que tu soulignes, c'est les arbres en tant que climatiseur naturel, mais les arbres aussi en tant que aérateur ou respirateur naturel. C'est un point que tu évoques régulièrement, ou en tout cas que tu pouvais évoquer lorsqu'on te posait la question, sur les bienfaits, la très large gamme de bienfaits qu'amènent les arbres, et ça aussi, ça fait partie de tes convictions. Ah oui, là, je veux dire, déjà, bon, il y a quand même beaucoup d'études maintenant qui ont été faites sur les arbres. Je veux dire, c'est indéniable, mais même si des études n'avaient pas été faites, je pense que si on se reconnecte un minimum dans la forêt, qu'on se pose un minimum, on sait tous très bien que ce que l'on ressent au moment, à l'instant T, quand on est dans une forêt, posé au pied d'un arbre, au pied d'un ruisseau,
parce que parfois ça ne va pas dans la vie des gens, il faut aussi se le dire, quand on ne va pas bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour savoir que là on est bien, quoi, dans cet univers-là, quoi. Donc oui, bien entendu, l'oxygène, tout ça, la décarbonation, la dépollution, c'est juste, ils sont là pour nous aider, les arbres, quoi. Ils ne sont pas là pour nous enterrer, nous enfoncer, quoi. Et puis moi, un jour, j'ai voulu m'amuser à essayer de voir le taux de mortalité par accident avec les arbres sur des voitures qui tombent sur des voitures. En fait, il y en a très peu, il n'y a presque rien sur Google, quoi. Et par contre, dès qu'un arbre tombe sur une voiture, on abat tout un alignement, quoi. Alors qu'en fait, c'est très rare, quoi. Par contre, on n'a pas supprimé la cigarette, on n'a pas supprimé les voitures non plus, la mortalité, on n'a pas supprimé les avions quand il y a des crashs. Voilà. Mais par contre, les arbres, on les abat dès qu'il y a un alignement où il y a quelqu'un qui s'est tué dessus. Alors qu'en fait, c'est super rare. Et dans le monde entier, je n'avais pas trouvé une étude où on a pu recenser le nombre de mortalités par arbre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pratiquement pas, en fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on a passées en revue dans le cadre de cette discussion. Est-ce que tu as un souhait ou un vœu particulier qui serait un peu l'illustration des valeurs du GNSA et des valeurs qui te portent, ou en tout cas un changement, une action, une décision concrète qui viendrait nous dire « Ah, là, ça y est, quelque chose se passe qui va dans le bon sens ». C'est quoi ton vœu un peu concret là, qui serait comme ça une avancée significative? Mon vœu le plus cher déjà, parce que le modèle politique, qu'on le veuille ou non, il tient encore. Hein. Donc voilà, s'il tient, et j'espère qu'il va tenir quand même, mais j'ai envie de dire que on ne peut pas parler des choses qu'on ne connaît pas. Et donc je suis un peu attristé de voir que la plupart de nos politiques parlent des arbres sans les connaître. Et je pense qu'il y a vraiment une urgence à ce que nos politiques se reconnectent. Une fois qu'ils l'auront fait, je pense qu'il y aura des lois fortes qui seront votées. Et il y aura je pense, une vraie prise de conscience, parce que là, elle n'y est pas en fait. Pour moi, elle n'y est pas encore, c'est pas possible. La preuve, c'est qu'on nous annonce encore des canicules, des températures de malades qui vont nous tomber dessus. Et on est toujours plutôt en train de mettre des pansements sur un problème plutôt que d'essayer de comprendre la base du problème. Mais la boîte de pansement, il n'y en a pas beaucoup dedans en fait. Donc, quand j'en achète pour mon fils, quand il se fait mal, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il faut aller en racheter. Un jour, il n'y aura plus de pansement, c'est sûr. Et ce podcast a pour titre « Nous sommes forêt ». Ça t'évoque quoi pour toi, cette expression, cette phrase « Nous sommes forêt » ? Je trouve que l'expression, elle est juste. Nous sommes forêt, oui, bien sûr. Ouais, nous sommes forêt. Le problème, c'est que les personnes ne le savent pas, quoi. Qu'elles le sont. Si on le savait tous, on y ferait attention. Merci Thomas pour cette discussion ensemble. Nous sommes forêt. Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes forêt.